Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler des mesures de qualité des partitions en classification automatique. L'idée, c'est que on met en œuvre un algorithme de clustering sur une donnée, on obtient des groupes, voilà, et est-ce que ma partition est de bonne qualité? Sachant que, habituellement, mais on verra que ça peut être un peu différemment, habituellement, j'ai pas de groupe de référence. On n'est pas en supervisé où il y a une variable cible, où les classes sont connues, les vraies classes sont connues. Là, on essaie de trouver des groupes et on essaie d'avoir des choses qui se tiennent la route. On va voir ce que ça veut dire qui se tiennent la route. Alors, pour situer ça un peu plus globalement, j'ai un ensemble de cours à l'université, il faut bien que ça bosse les fonctionnaires, et hop là, j'ai un cours de clustering en master 1 que je débute cette année, hein. C'est un cours optionnel en master 1 et bon, j'ai mis ici matériel pédagogique et parmi le matériel pédagogique que j'ai mis en ligne, il y a justement, ce slide-là, ces slides-là que je mets ici. Voilà. Alors je l'avais fait en cours en fait lundi dernier, voilà, mais bon, comme d'habitude, quand je commence à parler, je m'enflamme totalement parce que ça me passionne. Et au bout d'un moment, la partie dévolue à la qualité des partitions était coincée entre ce que j'avais dit avant et ce que je voulais absolument dire sur les cartes de Cohen. Voilà. Oui, parce que dans les cartes de Cohen, il y a des choses très intéressantes également, hein. Il y a l'aspect, c'est une forme de clustering également, mais c'est aussi une forme, enfin, il y a aussi un aspect fort sur la topologie, sur la position de cluster sur la carte. Voilà. Mais bon, je vais faire une autre vidéo là-dessus, voilà. Et du coup, cette partie-là, dans mon discours, hein, j'ai dû passer ça super rapidement. Alors je me suis dit: «Il faut que je le refasse, il faut que je le refasse», mais bon, là, on passe au TD, là, donc les CM, c'est fini. Du coup, j'ai décidé de le faire sous forme de vidéo en montrant sur un exemple. C'est encore mieux, hein. Les CM, c'est bien beau, il y a plein de formules, c'est joli, hein. Ça m'a pris du temps de faire les slides, mais montrer comment ça marche sur un exemple, c'est toujours mieux, c'est toujours mieux. Voilà. Alors, dans le cours, j'avais dit, dans le cours, il y a 2 parties. Dans le cours, il y a 2 parties. Voilà, il y a les mesures externes où, en réalité, on connaît les vraies classes d'appartenance. Donc, du coup, dans mon discours là, dans cette vidéo, on va parler de groupe, mais de 2 manières. La classe d'appartenance, les vraies classes d'appartenance qui sont connues. Donc, je vais parler de classe pour ça. Et les groupes qui sont créés par l'algorithme de clustering, je vais appeler clusters. Voilà, pour bien distinguer les vraies classes d'appartenance et les clusters, donc les classes attribuées par l'algorithme de clustering. Alors, on s'étonne justement parce que là, si on connaît les vraies classes d'appartenance, pourquoi s'embêter avec un algo de clustering, hein? C'est une vraie question. Et justement, la base que je vais utiliser là, c'est le fichier Iris qui est là, qui est très connu, hein. Bien sûr, en TD, on va pas utiliser le fichier Iris, on va utiliser un autre fichier un peu plus, mais bon, le fichier Iris a quand même un avantage énorme par ses vertus pédagogiques, hein. C'est un fichier qui est très connu, donc voilà, on sait exactement ce qu'on doit obtenir, voilà, et puis on voit à peu près les différentes configurations possibles qu'on peut obtenir. Voilà, donc l'idée, hein, c'est que on a différentes fleurs, voilà, et sur ces fleurs-là, on mesure les largeurs, voilà, les longueurs et les largeurs des pétales et sépales qui sont exprimés en centimètres. Voilà, donc déjà, les variables sont toutes sur la même unité. Du coup, la normalisation ou la standardisation, elle s'impose pas. Mais rien ne dit qu'il faut pas le faire non plus, hein. Voilà, dans tous les cas, en l'occurrence ici, on n'a pas des litres, des kilomètres, ainsi de suite. Donc du coup, la standardisation n'est pas obligatoire. Voilà. J'avais dit, hein, ça je l'ai dit encore plusieurs fois, attention, hein, les préparations de variables que vous faites, la préparation de données, elle est pas, elle est jamais, c'est jamais anodin une préparation de variables, hein. C'est très important de bien voir que ça a des conséquences après sur le fonctionnement des algorithmes derrière. Voilà. Alors, dans les iriges de Fisher, en réalité, on connaît les vraies classes d'appartenance, hein. Elles sont là, voilà, 3 espèces. Alors du coup, dans les mesures externes, l'idée c'est de savoir est-ce que les clusters qu'on a obtenus sont en relation avec les classes initiales, les vraies classes d'appartenance. Est-ce qu'on arrive à les retrouver? Alors je dis, mais donc pourquoi on ne ferait pas un apprentissage supervisé? Oui, c'est vrai. C'est vrai que si on a les vraies classes d'appartenance, une méthode enfin les méthodes les plus adaptées, ce seraient plutôt les méthodes supervisées, genre les régressions logistiques, les perceptrons multicouches, ou une arbre de décision, tout ce que vous voulez. Dans le cadre du clustering, on peut s'interroger l'intérêt de ces mesures d'évaluation externe. Mais en réalité, on l'utilise surtout en recherche quand on veut évaluer des méthodes de clustering, hein. Voilà. Là, il faut bien avoir un référentiel indiscutable.
hein. Il y a un tel qui crée sa méthode A, il y a un tel qui crée sa méthode B, le A dit la mienne est meilleure, le B dit la mienne est meilleure, euh, qui est le meilleur au final, voilà. Ben, quand on a les vraies classes d'appartenance, on a un vrai juge arbitre. Alors, ça, c'est un premier point. En revanche, on n'est pas dans la situation usuelle de l'apprentissage supervisé. C'est-à-dire que les clusters ne sont pas des prédictions des classes. Donc, si on fait une matrice, on n'a pas de matrice de confusion, en fait, hein. Si on fait une matrice de confusion, c'est comme si on a bien en ligne les vraies classes et en colonne, on a les clusters qui sont dans le désordre. Hein. On ne sait pas que le cluster 1, c'est pour prédire la classe 1. Non, non, c'est pas vrai du tout. Les numéros de cluster sont attribués de manière arbitraire en réalité, hein. Donc ça peut être dans le désordre. Du coup, les mesures, il faut qu'elles tiennent compte de ça. Donc calculer un taux d'erreur typique, c'est juste pas possible, hein. Quand vous faites, quand vous utilisez un clustering et que vous confrontez les clusters avec les vraies classes d'appartenance, un taux d'erreur, non, 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 ça peut pas marcher parce que les clusters n'ont pas été créés dans l'ordre des vraies classes d'appartenance. Elles sont dans le désordre. Voilà. Si tant est qu'en réalité, il y a une vraie correspondance. Notre question. Voilà. Ensuite, les mesures internes, en revanche, il y a un autre aspect. Là, pour le coup, c'est vraiment adapté aux méthodes de clustering. Dans les mesures internes, c'est différent. C'est que on essaie de voir si les classes sont bien séparables. Voilà. Et que chaque classe est bien compacte. Donc, il y a ces deux aspects-là qu'il faut en fait mesurer. C'est la compacité de chaque groupe qu'on a créé, les clusters. Est-ce que les clusters sont bien compacts, chaque cluster, chaque groupe créé? Voilà, ça c'est un premier point de vue. Et le deuxième point de vue qu'il faut absolument voir, c'est est-ce que les clusters sont bien éloignés les uns des autres? Est-ce qu'ils sont bien séparables? Donc, ces différentes mesures-là qu'on va voir, il y a certaines mesures qui sont sensibles au nombre de classes, c'est le cas de l'inertie, et d'autres justement qui permettent justement de dépasser le problème du nombre de classes, hein, et qui permettent du coup de comparer des solutions où le nombre de classes est différent. Voilà. Alors, je reviens à mes données. Donc, les fichiers Iris, on le connaît bien, hein. Le fichier de données, il est là. Il n'y a pas trop de problème là-dessus. Je l'ouvre un peu pour que tout le monde voit la tête du fichier, hein. Si j'ai un conseil à donner en TD, c'est qu'à chaque fois que vous avez un TD à faire, en traitant les données, ouvrez toujours les données, enfin, ouvrez-le quelque part, qu'on ait une visibilité sur les données. Soit vous l'ouvrez avec le code Python ou R, ensuite vous le faites afficher les premières lignes pour qu'on voit qu'est-ce qu'il y a dedans. Bon, là, c'est des fichiers totalement relativement simple, donc on peut l'ouvrir directement, on voit bien les trois colonnes, les quatre colonnes de description ici, et là, la vraie classe d'appartenance. Et nous, du coup, on va lancer des algorithmes clustering, et on aura une variable supplémentaire là, pour une solution, une variable supplémentaire là, les clusters d'appartenance pour la deuxième solution, et on va comparer ces différentes solutions. Allons-y alors. On va travailler sous Python aujourd'hui, donc c'est ce que je mets là. Hein, voilà, voilà. La majorité des qu'on fera, on le fera sous Python de toute manière. Là, pour le coup, je parle aux étudiants que je vais avoir en cours à partir de lundi matin. C'est pour ça. Je pense beaucoup à vous en ce moment là, hein. Du coup, j'essaie de préparer tout un tas de choses là pour qu'on avance au mieux et que vous ne soyez pas perdus. Alors, je montre du coup ici l'aspect, hein. Donc, première chose, je modifie le dossier de départ. Voilà. J'ai préparé déjà le notebook, hein. Donc, j'ai lancé Visual Studio Code. Voilà. J'ai créé un notebook IPNB. J'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps pour montrer ça. Voilà. Ensuite, je me suis mis dans l'environnement. Ici, c'est l'environnement base que j'utilise pour moi, tout simplement. Mais dans certains TD, je vous créerai un environnement que vous installez dans Anaconda. Et ensuite, c'est l'environnement en question que vous allez sélectionner ici. Moi, je travaille dans l'environnement base, tout simplement. Donc, je modifie le répertoire de travail et je charge le fichier Excel. Il n'y a qu'une seule feuille. Donc, on n'a pas besoin de s'embêter avec le sheet et j'affiche les premières lignes. Toujours, il faut vérifier ce qu'on est en train de faire. Donc, je lance le calcul là, voilà, et on a bien les premières lignes qui sont là, les 5 premières lignes. On voit bien les 4 variables, voilà, les descripteurs et les espèces, les vraies classes d'appartenance. Voilà, je calcule la distribution des classes d'appartenance. Voilà, il y a 50 C2A, 50 versicolor, 50 Virginica. Encore une fois, hein, dans un fonctionnement normal d'un algorithme de clustering, on n'a pas ces vraies classes-là. C'est juste pour voir comment fonctionnent les mesures externes qu'on travaille là-dessus. Hein, c'est ça l'idée, hein. Ça permet de comparer des algorithmes simplement en termes d'efficacité. Mais dans la vie réelle, on n'a pas les vraies classes d'appartenance. Sinon, on partirait sur un algorithme supervisé. J'insiste beaucoup lourdement là-dessus, mais je connais suffisamment les étudiants pour savoir que la question va arriver. Encore une fois, hein, pourquoi on s'embête avec un clustering si on a des vraies classes d'appartenance? C'est juste pour voir les mesures. D'accord là-dessus. Ouh là là, j'insiste, hein, mais bon. Une fois que c'est fait ça, je vais mettre dans une structure à part les variables actives, hein, les quatre descripteurs là, je les mets dans une structure à part, c'est plus facile à manipuler tout simplement.
Voilà, donc je le mets dans un variable x, voilà. Comme les variables sont exprimées sur les mêmes unités, j'avais dit tout à l'heure, hein, c'est tous des centimètres, j'ai pas, je me lance pas dans une standardisation. Ce n'est pas, voilà. Mais bon, la question pouvait se poser quand même, malgré tout. Mais moi, je le fais pas ici. Alors, premier élément, je fais un petit graphique où je prends les graphiques, où je prends les variables par paire et j'essaie de voir les nuages de points. Donc là, hein, j'utilise Seaborn, qui est une librairie graphique excellente, hein, très bien, et je fais un parplot simplement. Bon, là, c'est le type de points affichés, sinon ils sont trop gros, du coup, il y a plein d'ex aequo qui s'écrasent, voilà, et là, c'est la taille de chaque bloc, euh, parce qu'on va faire des nuages de points par paire de variables. Donc, je lance ça, voilà, non, merci, pas aujourd'hui. C'est marrant, ça. Bon, merci. Voilà. Alors, ce graphique-là toujours étonne les étudiants. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'on doit voir ici? Tout simplement, c'est un nuage de points par paire de variables. Donc là, c'est les distributions, hein. Voilà, la distribution estimée, hein, de chaque variable sur la diagonale. Et là, c'est le croisement entre sepal length et sepal width. Voilà, c'est le croisement des deux variables. Très bien. Une fois qu'on a fait les croisements de deux variables, on regarde le nuage de points. Alors, bon, pas besoin d'être prix Nobel pour voir que, avec les différentes paires de variables, on voit qu'il y a un groupe qui est un peu à part. C'est ce groupe-là. D'accord, hein, voilà. Hein. On le voit aussi ici, là. Sur sepal length et petal length, on voit bien qu'il y a un groupe à part, là, en réalité. Voilà. Et ensuite, là, il y a un bloc. Donc, on serait tenté de dire, dans ce cadre-là, ce serait plutôt deux classes, deux clusters. Deux clusters, la solution. Oui, c'est effectivement, la question peut se poser. La question peut se poser, est-ce que je peux pas lancer de clusters? Mais n'oublions pas que la vision qu'on a là est parcellaire. On est en 4 dimensions, il faudrait faire un graphique en 4 dimensions pour réellement voir si effectivement il n'y a que deux groupes ou il n'y a pas finalement une autre solution. On est d'accord là-dessus. Là, c'est une vision par paire de variables, donc elle est forcément parcellaire. Hein. Là, quand je regarde là, il y a les deux autres variables que je ne prends pas en compte. Si je regarde là, il y a deux autres variables que je ne prends pas en compte, ainsi de suite. Voilà. Mais bon, ça permet d'avoir une première visibilité sur les données et on voit bien qu'il y a des variables qui sont assez corrélées. On le voit bien ici. On voit, hein, pétale length et pétale width sont deux variables corrélées. On voit bien là. Une corrélation interclasse déjà, voilà, mais aussi corrélation globale. Bon, toujours inspecter les données. Toujours inspecter les données, se faire une idée de la teneur des résultats qu'on va obtenir, et ensuite lancer les calculs par la suite, et regarder, hein, regarder si ce qu'on obtient là est conforme à la première impression visuelle. C'est toujours important. Dans la data vise, il y a deux aspects. C'est présenter, c'est valoriser un résultat. Voilà, ça c'est un premier aspect de la data vise. Mais il y a un deuxième aspect de la data vise. C'est essayer de trouver des représentations qui nous permettent d'avoir des idées sur la manière et les approches à utiliser pour explorer les données. Hein. Donc il y a une data vise qui en fait qui est exploratoire, voilà, qui nous aide à mieux explorer les données, et il y a une autre data vise, c'est présenter, c'est mettre en valeur les résultats que j'ai trouvés. Hein, voilà. Et c'est deux aspects différents. C'est deux aspects très différents. Bon, voilà, donc normalement deux classes, deux clusters, voilà, mais peut-être qu'il y en a d'autres en fait, parce que finalement, on ne voit pas tout d'un seul coup là. Alors, ben, moi, je vais partir sur autre chose. Je vais partir sur une Camins en 3 classes et une Camins en 4 classes. En 4 clusters. 3 clusters, voilà. Donc, aujourd'hui, et uniquement aujourd'hui, classe, c'est les vraies classes d'appartenance. Cluster, c'est les clusters créés, les groupes créés par l'algorithme clustering, par les Camins en l'occurrence. Alors, là, donc, je demande 3 clusters, voilà. Ensuite, le nombre de répétitions initialement, enfin, le nombre de répétitions de l'algo, c'est 10 fois pour essayer de trouver les meilleurs résultats. Et je mets random stat égale 0 pour que tout le monde puisse reproduire les calculs. Voilà, et je lance les calculs sur les données non standardisées. Parce qu'elles sont sur les mêmes unités, je vois pas ici pourquoi. Enfin, en tout cas, la standardisation ne s'impose pas. Je lance les calculs, voilà. Et on a bien les 3 groupes qui numérotent 0, 1, 2. Voilà. Et dans le premier groupe, le groupe numéro 0, hein, dans le cluster numéro 0, il y a 62 individus. Dans le cluster 1, 50. Dans le cluster 2, 38. Voilà. OK. On n'est pas des 50-50-50 là pour le coup. Hein. Donc on voit bien qu'il y a un petit mélange là. Hein. On va essayer de voir ça. Alors une première solution déjà, c'est que je refais le nuage de points par paire, voilà, mais en coloriant les points selon les clusters d'appartenance. Les clusters créés par l'algorithme clustering. Hein. Donc c'est ce que je fais ici. Hein. Donc je copie les données dans un nouveau data frame. Voilà, je crée une colonne cluster
avec les labels issus de l'algorithme Camille sur 3 classes, hein. C'est les labels que j'ai récupérés là, vous avez bien vu, hein. J'ai récupéré les labels, voilà, donc les numéros de groupe attribués par l'algorithme, voilà. Et dans ce nouveau data frame là, donc j'insère les labels, hein, les étiquettes, les clusters, les numéros de clusters, et je refais le graphique en coloriant les points selon les numéros de clusters. Voilà, j'ai mis des couleurs ici pour voilà. Zoom. Voilà, il me fait le petit graphique là, le temps qu'il le fasse, et voilà. On a le même graphique tout à l'heure, mais les points maintenant ont une couleur qui est associée à chaque cluster, qui a été attribué par l'algorithme de clustering. Alors le orange là, il est là, c'est le cluster numéro 1. Et c'est le cluster numéro 1 où il y a 50 individus. Donc il a réussi à bien l'isoler. Bien ici. Ensuite, le bleu bizarre et le vert, ils sont là. On voit bien, hein? Voilà, ils sont relativement proches. Alors, il y a un vert parmi les bleus. Hmm. N'oublions pas qu'il a fait les calculs dans les 4 dimensions. Et là, on représente avec une paire de variables, avec 2 variables seulement. Donc, bien sûr qu'on ne voit pas tout, hein. C'est pour ça qu'il y a quelque chose d'étrange un point vert parmi les bleus. Si on avait fait le clustering directement, voilà, sur les 2 dimensions qui sont là, les résultats auraient été un peu différents. On est d'accord là-dessus, hein. Voilà. On n'aurait pas. Voilà. Bien. Bon, ça c'est le premier résultat. Ensuite, je vais croiser justement les classes réelles et les clusters. C'est ce qu'on voit là. Et on voit bien, c'est ce que j'avais dit. On n'a pas une matrice de confusion comme un apprentissage supervisé. Dans la matrice de confusion, les classes prédites sont dans le même ordre que les classes initiales, les classes réelles. Là, les clusters sont dans un ordre différent. Enfin, les numéros sont attribués de manière arbitraire, hein. Donc, on n'a pas cette correspondance-là. Donc, calculer un taux d'erreur, c'est juste pas possible. On est d'accord là-dessus. Pareil, pour rappel, précision, non, non, non. Alors, du coup, on peut voir quand même des correspondances ici. En fait, voilà, la classe numéro 1 est associée à Setosa. Parce que dans le cluster numéro 1, oh là là, j'ai du mal moi-même, hein, mais bon, très bien. Dans le cluster numéro 1, il y a 50 individus et tous ces 50-là sont Setosa. Les 50 individus de la classe Setosa se retrouvent dans le cluster numéro 1. Donc il y a une liaison forte là entre cluster 1 et la classe Setosa. Ensuite, regardons le cluster numéro 0. Dans le cluster numéro 0, il y a 62 individus, on avait vu ça, et parmi ces 62 individus, il y en a 48 versicolores et 14 virginica. Donc il y a une correspondance forte, un peu plus forte vers versicolore, mais bon, elle est assez polluée quand même. Voilà. Et pour versicolore, il y a 50 individus, on avait vu, et 48 parmi ces 50 se retrouvent dans le cluster 0. Donc, on voit quand même qu'il y a une liaison, mais pas totalement pure, voilà, entre le cluster 0 et versicolore. Elle est polluée, cette liaison-là, hein, on voit bien, mais bon, on le voit à peu près. Pareil pour Virginica. Dans le cluster 2, on a 38 individus, 36 sont Virginica. Voilà, donc on pourrait dire qu'au cluster 2 est associé plutôt la classe Virginica. Et parmi les 50 individus de Virginica, voilà, il y en a 36 qui se retrouvent dans le cluster 2. Voilà. De nouveau, donc, Virginica a été partagée entre le cluster 0 et 2. Voilà. Et c'est ça qu'on va essayer de quantifier. Encore une fois, on n'a pas de matrice de confusion normale où on peut calculer un taux d'erreur, parce qu'on n'a pas des classes prédites. On a des clusters, des groupes créés par l'algo de clustering. Voilà. Donc, taux d'erreur, là, ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, on va essayer de voir ça. Ce que je viens de dire verbalement là, il faut le calculer maintenant. On va voir les différents indicateurs. Ça, c'est une première solution. Donc, je vais lancer une deuxième solution où je fais un clustering en 4 classes cette fois-ci. Je vais lancer calcul, voilà, et il me dit, voilà, il donne des numéros 0, 1, 2, 3, et dans le cluster 0, il y a 28 individus, 50, 32, 40. OK. De nouveau, je refais le graphique, là, pour voir ce que ça donne, et on peut voir ça ici. Voilà, et voilà. Donc, le groupe ici orange, il est toujours un peu à part, hein, le cluster 1 de 50 individus, il est toujours à part, et c'est ce paquet-là qui est subdivisé en 3 parties. Mais encore une fois, hein, on a une vision parcellaire là. Il a fait les calculs en 4 dimensions. Mais bon, on voit bien que c'est là qu'il a essayé de trouver une différente partition. Alors de nouveau, hein, je peux faire les croisements. Voilà. Alors si je regarde le cluster 1,
voilà, est associé à cet OSA. Et le cet OSA est associé au cluster 1, comme tout à l'heure. Le cluster 0, voilà, il est plutôt associé à versicolore. Mais versicolore lui-même, en fait, est partagé entre le cluster 0 et le cluster 3. Voilà. Et le cluster 2 est associé à Virginica, sans contre-exemple, hein, on est d'accord là-dessus. En revanche, Virginica, lui, il est associé au cluster 2, cluster 3 aussi. Cluster 3, hein, où on a en partie versicolore, en partie Virginica. Donc l'idée, la première chose qu'on va essayer de voir, voilà, j'ai repris ici les résultats. Ce qu'on va essayer de voir, c'est que est-ce que cette partition en trois clusters est meilleure que cette partition en quatre clusters, ou inversement. Laquelle des deux est la meilleure? Sachant qu'on se place dans un cadre très particulier, c'est qu'on a les vraies classes d'appartenance. Alors, le cours, il est là, hein. Voilà, donc je vous invite à regarder. Donc, j'explique ça ici, voilà, les mesures externes, et on va voir tour à tour. Bon, là, c'est un autre exemple que j'ai pris, voilà, mais bon, dans la vidéo, ça m'a paru plus pertinent de prendre un autre exemple, différent, justement. Comme ça, vous m'avez entendu en cours, ceux qui m'ont entendu en cours, et sinon, on va voir un autre exemple pour essayer d'aller plus loin. Donc, la première mesure qu'on va voir, c'est le V de Cramer. C'est une mesure très connue en statistique, tout simplement, et qui a un écart à l'indépendance. Donc, on calcule le tableau en situation d'indépendance, où les effectifs théoriques sont tout simplement le produit des marges, voilà, normalisé par l'effectif total, et on regarde si on s'écarte de cette situation théorique-là. Plus on s'écarte, plus la liaison est forte entre les deux variables, donc les lignes et les colonnes qu'on a croisées. En ce sens-là, les deux variables, hein, les lignes entre les classes réelles et les clusters prédits. Alors, du coup, je lance les calculs, hein, voilà. Bon, il y a différentes manières de voir, mais le plus simple en réalité, c'est que dans la librairie SciPy, voilà, il y a un calcul, il y a une fonction qui permet de la calculer directement. Donc, j'ai calculé les tableaux croisés, là, vous avez vu, hein, j'ai calculé, je vais mettre ça un peu par là, comme ça, on le garde un peu sous les yeux tout le temps. Voilà. Hum, Voilà. Et ça, je vais un peu réduire ça, et voilà. Bien, donc on calcule, voilà, pour savoir quelle est la meilleure situation. Ben là, il dit que la meilleure situation, c'est 88. C'est la partition en quatre classes, hein. Donc c'est celle-là la meilleure situation pour lui, hein. C'est cette situation-là qui est la meilleure pour lui. Voilà. Bon, et oui, parce qu'en réalité, bon, il a scinder plus les données, même si la mesure est normalisée par le nombre de lignes, nombre de colonnes, voilà, bah, le fait qu'on ait plus éclaté les données, ça l'a avantagé. Mais bon, l'écart n'est pas terrible, n'est pas non plus énorme, énorme, hein. Donc les deux solutions se tiennent à peu près, en fait. Voilà. N'allez pas faire une religion parce que à un dixième près, voilà, voilà. C'est vraiment quand on a des centaines de milliers d'observations, là, un écart de 0,01, 0,02 en l'occurrence ici, on peut se dire que bon, voilà, mais là, sur 150 individus, voilà, nous n'allons pas tirer des conclusions hâtives, hein. Voilà. Mais bon, en tout cas, dans le calcul, là, il favorise plutôt cette partition-là. Là, je vais mettre ça plutôt par là, pour qu'on voit les deux en même temps. Oui, là, faut pas que ça soit non plus. Voilà. Bien. Alors, je passe la mesure suivante. Voilà, c'est mon exemple ici. C'est l'information mutuelle. Alors, l'information mutuelle, tout simplement, on peut la voir aussi comme un écart à l'indépendance. On le voit ici, hein. Vous voyez très bien, hein. Là, on a l'effectif observé et en dessous, on a l'effectif théorique qui est calculé à partir des produits des marges. Donc, c'est une autre forme en réalité du V de Cramer. On peut le voir comme ça. On peut le voir aussi différemment. On peut le voir également comme une mesure, comme le V de Cramer. On peut le voir également comme non, on peut le voir également, oulala, on peut le voir également comme une forme de covariance. On peut le voir également comme une forme de covariance. Il y a des articles scientifiques qui expliquent bien que on peut calculer des corrélations sur des variables qualitatives en travaillant sur les notions d'entropie. Voilà, voilà, c'est une entropie là, entropie mutuelle. Alors calculons, voilà, pour voir quelle est pour lui la meilleure situation. Pour lui, la meilleure situation, effectivement, c'est la partition, encore une fois ici, c'est la partition en quatre clusters, hein. Pour lui, c'est ce tableau-là qui est meilleur que celui-là. Voilà. Alors, là, justement, l'information mutuelle, elle est un peu discutable parce qu'on ne prend pas en compte dans cette mesure-là les distributions marginales, la dispersion sur les distributions marginales. Or, ici, c'est artificiel, on a mis 4, hein. Du coup, forcément, la distribution est plus, enfin, la dispersion est plus élevée, ici marginale. Donc, on devrait corriger la mesure par les distributions marginales.
Donc c'est pour ça qu'on a l'information mutuelle normalisée. Et là, pour le coup, si on regarde un peu, on peut faire un parallèle avec la notion de corrélation. Hein. Là, ici au numérateur, on a une forme de covariance, et là, on a une forme d'écart-type. Hein. Ici, l'écart-type sur la marge en ligne et l'écart-type sur la marge en colonne. Voilà. Bon, le parallèle, c'est une forme de parallèle. Hein. Voilà. Je ne dis pas que c'est une corrélation, là. C'est une corrélation calculée de la même manière que les coefficients de corrélation de Pearson. C'est pas ce que j'ai dit. Mais on peut faire les parallèles entre les deux. L'intérêt de cette mesure-là, c'est qu'il corrige avec les distributions marginales. La distribution ici au bout de la colonne et la distribution ici au bout de la ligne. Ici, la distribution au bout de la ligne, elle est la même, 50-50-50. Ce qui modifie entre ces deux partitions-là, c'est que là, on a 3 clusters et là, on a 4 clusters. Et forcément, donc, la distribution là est plus élevée. Hein. La dispersion est plus élevée. Et donc, on va corriger la mesure avec ça. Donc, c'est ce qui se passe ici. Et quand on regarde bien, effectivement, il a corrigé. Pour lui, en corrigeant avec les distributions marginales colonnes, puisque la ligne c'est la même, hein, avec donc la dispersion ici, il vous dit que la meilleure situation finalement, ce serait plutôt ceci. Voilà. Je vois déjà les étudiants qui disent, mais du coup, c'est quoi alors le meilleur? C'est la partition en 3 ou 4? Comment il faut faire là? Mais ce n'est que des outils. C'est à nous de voir ce qu'il y a derrière l'outil. Et c'est ce que je viens d'expliquer. Hein. Dans le cas d'avant, là, on prenait que le numérateur. Et j'ai dit, dans cette mesure-là, attention, il ne prend pas en compte le fait que on a des dispersions différentes ici. Voilà. Et donc, parce que la dispersion ici, là, elle est la même, 50-50-50. On est d'accord, hein? 50 Setosa, versicolore, 50 versicolore, 50 Virginica. Donc là, ça ne change pas. Ce qui change, c'est là. Et donc, c'est ça qui a été pris en compte dans cette nouvelle mesure. Et en prenant en compte cette dispersion marginale ici, là, il vous dit que finalement, pour lui, ça semble plus intéressant. Alors, ne faites pas, ça y est, c'est ça alors. Non, non, c'est des points de vue différents. Et c'est à nous de bien situer l'information captée par la mesure. C'est ça. Hein. C'est pour ça que je suis pas, bien sûr qu'il faut des maths, hein, c'est pas moi qui dirais le contraire. Mais le plus important dans les maths, c'est de comprendre ce qu'est en train de faire la formule. Quand il produit un résultat, qu'est-ce qu'il y a, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il est en train de prendre en compte dans les données quand il fait ses calculs? Hein. C'est ça qui est important. Alors, il y a une dernière mesure qui est basée sur l'information mutuelle, c'est l'information mutuelle ici ajustée. Alors, sur l'information mutuelle ajustée, ce qui se passe, c'est que même si on a une partition aléatoire, l'information mutuelle, en réalité, elle est pas nulle. Elle est pas nulle, même si on a une partition aléatoire. C'est ce que j'ai montré dans le cours ici. Dans le cours ici, là, j'ai créé une partition aléatoire et j'ai fait le croisement en 3 classes. Une fois que j'ai fait les croisements en 3 classes, j'ai calculé ici l'information mutuelle, là, et elle n'est pas nulle. Voilà. Du coup, il faudrait corriger la mesure avec l'espérance de la valeur de l'information mutuelle en cas de partition aléatoire. C'est ce qu'on a ici dans la mesure ajustée. Donc la mesure ajustée, en fait, c'est la mesure corrigée, enfin normalisée, c'est la même chose, mais corrigée, en réalité, c'est la mesure normalisée, on voit bien ici, hein, ça, donc c'est une sorte de covariance divisée par les écarts-types, voilà, ça ne change pas, mais corrigée par le fait que, même si on a une partition aléatoire, la mesure ne donne pas la valeur 0. Voilà. Et voilà, et on a le résultat ici, et bien sûr, il va corroborer le résultat d'avant, tout simplement. Là, en l'occurrence, il va corroborer, mais en corrigeant un peu la valeur. On a bien vu, la correction est minime, là, en l'occurrence. Voilà. Voilà les mesures qui sont basées sur l'information mutuelle. Alors, il y a d'autres mesures, c'est ce qu'on va voir maintenant ici, entre autres, c'est l'indice de rente. Alors, l'indice de rente, ce qui est différent, c'est qu'il vous dit, est-ce que les deux individus, donc si je prends les paires d'individus, est-ce que deux individus situés dans la même classe vont être dans le même cluster? Voilà, c'est une forme de mesure de cohérence entre l'appartenance aux classes et l'appartenance au cluster. Donc, il prend par paire d'individus, voilà, et il regarde si deux individus, chaque paire d'individus, donc il va prendre chaque paire, et pour une paire, est-ce que deux individus situés dans le même cluster vont être situés dans la même classe? Ça, c'est un premier point de vue. Le deuxième point qu'il voit, c'est que si deux individus sont dans des classes différentes, est-ce qu'ils sont également dans des classes différentes? Et donc, on a virtuellement ce tableau-là. Là, les deux individus sont dans le même cluster et dans la même classe et dans le même cluster. Et le D, là, c'est deux individus qui sont pas dans la même classe et qui ne sont pas dans le même cluster. Et là, on a des situations intermédiaires. Alors,
vous dites, oh là là, il faut calculer par paire d'individus, alors, waouh! Donc, si j'ai 100 000 individus, c'est une combinaison de 2 parmi n. Bah, bonjour les calculs, hein. Mais non, en réalité, on peut calculer très facilement ce tableau croisé-là. Voilà, j'ai mis là les formules. On les trouve rarement sur Internet. Tout le monde sur Internet vous parle de paires d'individus, très bien, c'est ce que je viens de dire. Mais après, comment c'est calculé concrètement, on en parle très rarement. Donc, c'est pour ça que comme je connais très bien l'indice de Rand, voilà, j'ai facilement retrouvé ces mesures-là, voilà, et du coup, j'ai récupéré ici ces formules-là. Donc, on peut le calculer, le tableau, en temps linéaire. On n'a pas besoin de faire un contre les autres en passant tout le monde, toutes les paires en revue, hein. Donc, en temps linéaire, c'est faisable. Alors, je calcule l'indice de Rand, très bien. Et avec l'indice de Rand, il vous dit finalement que la partition en 3 classes est meilleure que la partition en 4 classes. Encore une fois, hein, parfois les mesures donnent des résultats différents sur des situations, voilà. Et du coup, on se dit, mais c'est quoi le bon résultat alors? C'est à nous de bien avoir en tête l'information captée par la mesure. Alors pour l'indice de Rand, il y a la même idée de correction, hein, c'est que, hop là, c'est que sous l'hypothèse nulle, voilà, si la partition était aléatoire, ben, l'espérance de l'indice de Rand n'est pas égale à 0. Donc on va corriger également la mesure avec ça. Exactement comme on est passé de l'information mutuelle normalisée à l'information mutuelle qui est ajustée. Donc c'est ce que je montre ici. Voilà. Et il vous dit, là pour le coup, il y a un vrai gap là. Il vous dit que c'est la partition en 3 classes qui sont plus intéressantes. Voilà. Alors, deux dernières mesures qu'on va voir, c'est la première mesure, c'est l'homogénéité. C'est que, est-ce que si je connais le cluster, je peux déterminer, avec le moins d'ambiguïté possible, la classe d'appartenance? Voilà, score d'homogénéité. Est-ce que quand je connais le cluster, je peux déterminer avec le moins d'ambiguïté possible, donc la classe d'appartenance? Voilà. Alors, basé sur les entropies, hein, des calculs d'entropie, encore une fois, hein. Voilà, je calcule ici. Et il vous dit que la partition en 4 classes est la meilleure par rapport à la 3 classes. Bah, si on regarde bien les tableaux, oui, on voit bien. Quand on est sur le cluster 1, c'est forcément cétosa. Quand on est sur le cluster 0, hein, c'est quasi forcément versicolore. Et quand on est sur le cluster 2, c'est quasi forcément virginique. C'est que sur le cluster 3 qu'il y a une ambiguïté entre versicolore et virginique. Si je prends la partition en 3 classes, en 3 clusters, voilà, quand c'est cluster 1, c'est forcément cétosa. Quand c'est cluster 0, bah, il y a un mélange, il y a beaucoup versicolore, mais il y a quand même pas mal de virginica. Et quand c'est cluster 2, c'est beaucoup virginica, mais il y a quand même 2 versicolores qui se baladent. Voilà. Donc, en calculant par colonne, le profil colonne, voilà, il vous dit que cette situation elle est meilleure. Ça, c'est le score d'homogénéité. L'autre score important, c'est le score de complétude. L'idée est l'inverse, c'est que est-ce qu'à chaque classe, je peux associer un et un seul cluster? Voilà. Donc c'est ce qu'on va calculer ici. Voilà. Et il vous dit que c'est la solution en 3 clusters qui est la meilleure. Pourquoi? Parce que quand je suis cétosa, c'est forcément cluster 1. Quand je suis versicolore, c'est plutôt cluster 0 en réalité, voilà, même s'il y en a 2 qui se baladent. Et quand c'est Virginica, c'est plutôt cluster 2, bon, elle est assez polluée quand même. Alors qu'ici, c'est plus compliqué. Cétosa, c'est forcément cluster 1. Quand c'est versicolore, bah, c'est cluster 0, mais c'est aussi cluster 3. On voit bien ici, hein. Donc, voilà, il y a un gros doute sur le versicolore. On ne sait pas à quel cluster l'associer. Voilà, et Virginica, il y a aussi des doutes. Quand c'est Virginica, c'est beaucoup cluster 2, un peu beaucoup aussi cluster 3, et il y a même un qui se balade en cluster 0. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que à Virginica, on peut associer tel ou tel cluster de manière sans erreur. Voilà. Donc, c'est pour ça que sur la complétude, il vous dit non, finalement, c'est cette situation-là qui est la meilleure. Bien. Alors, pour mixer ces deux points de vue-là, et quand je connais le cluster, est-ce que je peux déterminer la classe? Et l'autre point de vue, est-ce qu'à chaque classe, je peux associer un et un seul cluster? On va calculer une sorte de V-mesure. Enfin, on va calculer la V-mesure, hein, qu'on peut rapprocher au F-score qu'on a en apprentissage supervisé, hein. En apprentissage et supervisé, on a le rappel et précision, et avec le rappel et précision, voilà, on fait un mix des deux avec la F-mesure. Bah, là, c'est la V-mesure qui est un mix tout simplement de l'homogénéité et de la complétude. Voilà. Et il vous dit que finalement, c'est la solution en 3 classes qui serait la plus intéressante.
Ouais. Encore une fois, il n'y a pas de mesure meilleure que les autres. Le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'il capte. Ça, c'est un premier commentaire. Le deuxième commentaire que je peux dire, c'est que, attention, on s'est placé dans un cadre très particulier sur les mesures externes, c'est qu'on est censé avoir la vraie classe d'appartenance. Hein, voilà. Et que si on est donc la vraie classe d'appartenance, on va confronter les clusters obtenus par l'algorithme de clustering avec ces classes-là, qui est un cas qui n'arrive jamais dans la vie réelle. Dans la vie réelle, quand on se lance dans un clustering, on n'a pas les vraies classes d'appartenance. Si on connaît les classes d'appartenance, on part sur du supervisé. Voilà. Mais cette approche-là des mesures externes est quand même très utilisée, notamment en recherche, pour essayer d'évaluer le comportement des algorithmes de clustering. C'est plutôt dans ce cadre-là que je le vois, moi. Alors, l'autre famille de mesures qu'on va voir, c'est les mesures internes, avec deux aspects, la compacité. Hein, les individus dans un groupe sont-ils très proches les uns des autres? Voilà, on a des caractéristiques très proches. Et est-ce que les groupes sont très séparés les uns des autres? Compacité, séparabilité. Alors, la première mesure, c'est l'inertie, qui est naturelle. Hein, c'est la mesure, c'est les critères utilisés justement qui guident notamment les K-means. Voilà. Alors, du coup, c'est ces deux situations-là qu'on va voir. Alors là, c'est tout petit, là. Je vais agrandir un peu pour que tout le monde voit bien. Voilà. Ça, c'est la solution. Ah, j'ai fait une bêtise. Tac, tac, tac. Voilà. Ça, c'est la solution en 3 clusters. On voit bien ici. Ça, c'est la solution en 4 clusters. Est-ce que ça, c'est mieux que ça? Nonobstant, sans connaître les vraies classes d'appartenance. Voilà. Tout simplement en termes de compacité et séparabilité. Alors, je vais le mettre un peu ici. Voilà. Et on va aller sur les différentes mesures. Alors, l'inertie, on voit très bien. Hein. Là, c'est la distance entre chaque paire de barycentres par rapport au barycentre global. Et ça, c'est la compacité globale des groupes. Hein. Donc, l'inertie intra, inertie inter. Très bien. Alors, je vais calculer les deux cas. Donc là, voilà, hein, je calcule qui est fourni par les algorithmes de calcul. Et il y a un problème, on avait vu cet aspect-là, c'est que l'inertie intra va toujours baisser quand le nombre de classes augmente. Exactement comme le R2 en régression, hein, ou la somme des carrés des résidus en régression. Plus vous augmentez le nombre de variables, plus la SCR baisse. Voilà. Moins grande sera la SCR, hein, la somme des carrés des résidus. Ce qui est très embêtant du coup, hein, même si vous rajoutez des variables totalement aléatoires. Hein, faites une régression en 4 variables, faites une régression en 5 variables, la cinquième c'est totalement aléatoire, bah, boum, il vous dit que c'est mieux. Donc voilà, donc on voit bien ici, là aussi pareil, il vous dit que, parce qu'on minimise l'inertie intraclasse, hein, on est bien d'accord, hein, quand je maximise le between, là, je minimise le W, hein, le within. On est d'accord. Le total, là, il change jamais. Hein. C'est une sorte de vase communicant. J'avais expliqué ça en cours. Hein. Voilà. Donc, il vous dit que voilà. Alors, pour bien montrer aussi le calcul de l'inertie expliquée, là, j'ai calculé ici l'inertie totale. Je mettrai le code en ligne, comme ça tout le monde pourra le voir. Je calcule cette quantité-là, à gauche, là. Et du coup, je calcule, voilà, cette quantité inter divisée par le total, qui est l'inertie expliquée. Voilà. Voilà. Donc TSS, voilà, ce qui est à gauche là, moins le W là, et ça vous donne donc le P, et je divise ça par le total, qui vous donne l'inertie expliquée par la partition. Voilà, mais le résultat est sans surprise, il vous dit que la deuxième en 4 partitions est la meilleure. Le vrai problème de cette mesure-là, encore une fois, hein, c'est que il augmente avec le nombre de groupes, mécaniquement. Alors, justement, j'avais parlé, attention, justement, est-ce que l'augmentation, est-ce que l'inertie expliquée, est-ce que l'augmentation de l'inertie expliquée est significative quand on rajoute le nombre de groupes? Alors, il n'y a pas de test statistique là-dessus, mais on fait généralement la fameuse courbe, hein, et on essaie de trouver le coude. Ça, hein. J'avais expliqué ça en cours, je ne vais pas revenir là-dessus. Hein. Voilà. Très bien. Mais bon, donc cette mesure-là, en réalité, bon, c'est joli, mais bon, pour comparer des partitions en nombre de clusters différents, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on va essayer de voir des mesures qui sont pas sensibles au nombre de partitions. Alors, la première mesure qu'on va voir ensemble, c'est l'indice de Kalinski-Arabas. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez l'inertie inter divisée par l'inertie intra. La quantité B sur W, là, elle augmente avec le nombre de classes, avec le nombre de clusters. Elle augmente avec le nombre de clusters. Bon. Donc, du coup, ben non, c'est comme tout à l'heure, en fait. Du coup, il faudrait qu'on corrige ça avec le nombre de clusters hein, qu'on a défini pour le calcul. Ben, c'est le rôle du K qui est là. N, c'est l'effectif total, c'est le nombre d'individus. Donc, quand le K augmente, cette partie ici à droite, voilà, B sur W, va augmenter mécaniquement, mais dans le même temps, quand le K augmente, cette partie à gauche, là, le N sur K divisé par K moins 1, va diminuer. Et c'est une sorte également
Contrebalance. Voilà. Alors, si on passe en logarithme, on a quelque chose qui ressemble méchamment aux critères Akaike, aux critères BIC, hein. On est bien d'accord, ceux qui ont fait de la régression. Ceux qui ont fait de la régression, voilà, ça ressemble méchamment. On a un arbitrage entre la complexité du modèle et le fait qu'il colle aux données. Voilà. Mais c'est la même idée ici. Sauf qu'on, tout simplement, on a une formule différente. Mais si on passe en log, on a quelque chose qui ressemble vraiment méchamment, hein. On est d'accord là-dessus. Et voilà. Donc là, pour le coup, ça contrebalance, hein. Et donc, on peut comparer des partitions en nombre de groupes différents. C'est ça l'idée. Donc, c'est ce que je lance ici. Bam. Et là, pour le coup, il vous dit que c'est la partition en trois classes la plus intéressante, en trois clusters qui est la plus intéressante. Ah ah, ah 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 ah. Donc, on peut utiliser cet outil-là, voilà. On fait varier le nombre de clusters, 2, 3, 4, 10, voilà. Et on va le calculer au fur et à mesure, et on va choisir la configuration qui maximise. Là, il n'y a pas de coude parce que quand vous faites le coude, et il est où le coude et je prends le coude ou pas le coude avant le coude, ainsi de suite. Maintenant, là, il n'y a pas de problème de coude, là, hein. On est d'accord là-dessus. On regarde simplement la configuration qui maximise la mesure. Voilà. Mais bon, une mesure n'est pas une parole d'évangile, hein. Le plus important de bien comprendre dans cette mesure-là, c'est l'arbitrage qu'il fait entre je colle aux données et le fait que je tiens compte de la complexité. Et il utilise cette formule-là. Rien ne dit que cette formule-là est une panacée. On est d'accord là-dessus. Mais c'est un point de vue. En tous les cas, il y a cet aspect-là. Il y a cet aspect-là qui n'avait pas dans l'inertie brute, hein. On est d'accord là-dessus. C'est ça l'intérêt. Donc là, il est en train de me dire que finalement, hein, si on tient compte du nombre donc le nombre de clusters, c'est la situation à trois clusters qui est plus intéressante. Alors que là, on ne tenait pas compte, la mesure qui est utilisée ne tient pas compte donc de l'information sur le nombre de clusters. Et là, il vous disait que c'est celle en quatre clusters qui est intéressante. Voilà. Alors, une autre mesure qui est utilisée, c'est la mesure silhouette, que je trouve assez intéressante. Qu'est-ce qui se passe? Là, on calcule une quantité qui vous donne est-ce qu'un individu donc appartient fortement à son groupe. Voilà. Et là, c'est est-ce qu'il est relié aux autres groupes. Voilà. Alors, on va calculer donc ça par rapport aux donc, différents groupes et on va former, c'est le groupe le plus proche. On va calculer donc sa distance au groupe le plus proche. Très bien. Et du coup, on forme cette quantité-là. Toujours, hein, très souvent, quand vous avez un ratio comme ça, c'est au numérateur qu'il faut regarder. Ça, je l'ai toujours dit, hein. En cours, je l'ai dit plusieurs fois. Et là, on le voit bien ici. Ça, c'est une simple normalisation, hein. On est d'accord pour qu'il varie entre -1 et +1. Là, le A, là, il est très petit si si l'individu est très proche donc des individus de son groupe. Donc, ça veut dire que, il y a une forte compacité. Et dans le même temps, voilà, ça c'est tout petit, et le B là serait grand, voilà, s'il est loin des autres groupes. Voilà. Et donc là, on a une valeur qui est positive et de plus en plus grande, normalisée par le dénominateur. Ça, c'est un premier point de vue. Un deuxième point de vue, hein, où ça irait pas, c'est que il est plus proche des autres en fait, que des membres de son groupe. Hein, j'en connais, hein, des comme ça, hein. Voilà. Il est plus proche des autres groupes que des membres de son groupe. Voilà. Très bien. Du coup, là, on aurait une valeur négative. Donc, c'est pour ça que je le mets ici, les différents points de vue. Hmm. Là, c'est pour chaque individu. On peut calculer la mesure sur chaque groupe, sur chaque cluster, et on peut calculer une mesure globale. C'est l'indice silhouette. Donc l'indice silhouette varie, voilà, on a mis ici les différentes valeurs. J'ai mis les différentes valeurs, hein. Voilà. Alors pourquoi il n'est pas sensible au nombre de clusters? Parce que il va calculer sa distance aux autres clusters et il prend donc la configuration la moins avantageuse. Qui est 2 clusters ou 10 clusters, voilà, il va calculer, hein, sa situation par rapport aux différents clusters, et il prend la moins avantageuse. Qu'il y a 3 clusters, ou 2, ou 5, ou 10, il prend toujours la moins avantageuse. Et donc, de ce fait-là, il est moins gêné par le nombre de clusters. Si le nombre de clusters augmente, ça ne veut pas dire qu'il augmente mécaniquement. C'est ça l'intérêt de cette mesure-là. Alors, bah, du coup, boum, je fais les calculs ici, et il vous dit également que la partition en 3 groupes, voilà, en 3 clusters, est la plus avantageuse. Alors, il y a un graphique qu'on voit beaucoup, hein, c'est le graphique silhouette. C'est ce que je fais ici, hein. Donc là, j'ai utilisé YellowBrick, qu'on a beaucoup utilisé en TD, hein, YellowBrick. C'est quand même assez intéressant comme outil, à la fois pour le supervisé et le non supervisé d'ailleurs. Mais bon, là, avec vous, je travaille avec le non supervisé. Voilà, c'est qu'il fournit ce graphique-là qui peut paraître assez mystérieux. On aime bien les graphiques mystérieux, hein. Mais en fait, regardez, je vais agrandir ça un peu.
Voilà. Donc là, on est sur la partition en trois groupes, hein, en trois clusters. Très bien. Donc, on voit bien, hein, le point ici orange, là, c'est ceux qui sont bien isolés. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, là, il y a plein de lignes. Il y a plein de lignes, là. On les voit pas, hein, parce qu'ils sont collés, mais il y a plein de lignes. Donc, ça, c'est l'individu qui est le mieux associé à son groupe, au sens de la critère silhouette. Ensuite, juste en dessous, il y a une deuxième ligne. Voilà, c'est masqué, hein, mais bon, voilà. Voilà, c'est le deuxième individu qui est le mieux associé à son groupe. Et dans le groupe des oranges, là, jaune-orange, voilà, là, la dernière ligne, c'est l'individu qui est dans la situation la moins favorable. Voilà. Mais quand même, il est dans une meilleure situation que la mesure globale de l'indice silhouette, qui est mis en rouge ici, hein. Vous avez vu, hein, la mesure globale ici, elle était de 0,55 et il a mis la ligne ici en 0,55. Voilà, le rouge là, c'est la mesure calculée ici. On voit très bien. Donc, on voit bien que les oranges, voilà, sont globalement, les individus d'orange sont globalement bien situés, hein. Il y a cette idée de compacité et de séparabilité par rapport aux autres groupes. Eh ben oui, on le voit bien là, hein. C'est cela, c'est ce groupe-là. D'accord. Alors, pour les bleus, voilà, la situation est un peu moins favorable. C'est les bleus qui sont là. Donc, celui qui est le mieux situé, il est là, la première ligne, voilà, donc il est plus associé à sa classe d'appartenance qu'aux autres groupes, voilà, et il y en a certains où ça peut poser problème, voilà. C'est les individus qui sont là, 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 à l'intersection, là, des clusters, là, à la, à la frontière des clusters. C'est les individus qui sont là. Encore une fois, hein, on est en deux dimensions, là, donc on a une vue parcellaire, mais bon, pour les données iris, on voit à peu près ce qui se passe, hein. Voilà. Voilà, et on voit que globalement, en réalité, voilà, ils sont un peu moins justes limite par rapport à la situation globale, hein, qui a été déterminée par le groupe des oranges, en fait. Et le dernier, voilà, c'est les verts qui sont là. Donc là également, j'ai l'information pour chaque individu, voilà, voilà. Et donc pour le premier individu, pour le deuxième, ainsi de suite, ainsi de suite, et on a ce fameux graphique silhouette qui vous donne une idée globale par rapport à la ligne rouge déjà, hein, qui est la mesure globale, et qui vous donne également les situations donc des individus, hein. Voilà, donc là, tous les individus orange, vraiment, ils sont bien séparés par rapport aux autres groupes. La situation est plus contrastée pour le bleu et le vert. Pas mal, hein. Moi, j'avoue que ce graphique-là, je l'ai découvert en utilisant scikit-learn et il me paraît intéressant. Mais il faut savoir le lire, hein. Donc là, hein, on dirait le pâté de verre, là, en fait, chaque ligne, là, c'est un individu. Donc on a des individus, là, on a des situations différentes. Et comme on a des situations différentes dans le même groupe, c'est pour ça qu'on a cette forme de dégradation, là, ici, hein. Le mieux situé et le moins bien situé. Voilà. Ça vous donne une vue globale des groupes et aussi une vue individuelle des individus. C'est ça l'intérêt du graphique silhouette. Dernière mesure qu'on va voir, c'est l'indice de Davis-Bouldin, qui a à peu près la même idée, hein, en fait, que le graphique silhouette, mais calculé différemment. Qu'est-ce qui se passe? On va prendre les paires de groupes cette fois-ci. On va faire des calculs par paire. Voilà. Et on va mesurer donc la compacité en calculant donc la distance, voilà, voilà, la moyenne des distances des points du cluster C avec leur barycentre. Voilà. Donc ça, c'est la compacité, hein, de chaque groupe. Ensuite, on va calculer donc la séparabilité par paire de groupes cette fois-ci. C'est cette formule-là. Et du coup, pour chaque paire de groupes, on va opposer leur compacité donc avec leur séparabilité. Plus le R est petit, mieux c'est. C'est ça l'idée. Donc là, on est sur une minimisation cette fois-ci. On est sur une minimisation, hein, à la différence de l'indice silhouette où on est sur une maximisation. Vous avez bien vu, hein? On dit ici que c'est la solution à trois clusters qui est la plus intéressante parce que l'indice silhouette, il est à maximiser. J'ai bien précisé ici, hein. Voilà. Dans l'indice de Davis-Bouldin, lui, on le minimise et on le comprend en lisant la formule. Alors, en réalité, donc, on peut calculer pour chaque paire de clusters cet indice-là. Et du coup, pour chaque cluster, on va chercher donc la configuration donc la moins favorable. C'est ce que fait cette formule-là. Et on va faire une moyenne de ces situations donc moins favorables. C'est-à-dire qu'on a une matrice, hein, on a une matrice carrée, voilà, pour chaque paire de clusters, où on a chaque paire de clusters, et pour chaque cluster, on va chercher dans la ligne donc la situation la moins favorable, le maximum simplement, hein. Parce que hein, plus c'est petit, plus la situation est intéressante. Et donc, on cherche la situation la moins favorable. C'est ce que fait la formule ici. Là également, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, on a une mesure qui n'est pas sensible au nombre de clusters, hein. Qu'on ait 2 ou qu'on ait 10, dans chaque ligne, qu'on ait 2 ou qu'on ait 10, pour lui, non, il cherche donc la situation la moins favorable, tout simplement, hein. Du coup,
il n'est pas surinfluencé par le nombre de clusters grand K. Voilà, à la différence de l'inertie. Et du coup, il permet de comparer des situations en nombre de clusters différents. Et du coup, on peut créer ce type de graphique-là pour trouver le minimum. Alors bon, j'ai calculé ici, tout simplement, et voilà. Et il me dit, plus c'est petit, mieux c'est, hein, on est d'accord. Il vous dit que c'est la situation à 3 clusters qui paraît intéressante. Voilà. Du coup, on peut l'utiliser également pour choisir le nombre de clusters, hein. Voilà, on va calculer donc l'indice à 2, ici à 3, à 4 et tout ça, et on cherche le minimum. Mais encore une fois, c'est une mesure perfectible, hein. Le plus important, c'est quel est son intérêt par rapport aux autres mesures et quel type d'information il capte. C'est ça qui est important de bien voir. Voilà. Donc en TD, on va voir à peu près ces idées-là. Vous avez le code et tout ça là, mais comme je veux pas que ce soit un copier-coller, on est bien d'accord là-dessus. On va travailler sur notre base et je vais un peu changer la fiche de TD pour qu'on explore plus en détail, hein, l'intérêt de mesure quand on travaille sur ces données-là, quand on travaille dans le domaine du clustering avec les données. Voilà. Excellent travail à tous.